Le nouveau chapitre que nous allons présenter dans les différentes capsules vidéo s'appelle La France dans la Seconde Guerre mondiale. Cette première capsule vidéo va nous permettre de comprendre la défaite et ses conséquences. Notre cours aura donc plusieurs objectifs. Tout d'abord, comprendre pourquoi la France a perdu la Seconde Guerre mondiale et quelles ont été les conséquences de cette défaite pour la France, aussi bien au niveau militaire, politique que territorial. Tout d'abord, quand la France est-elle entrée en guerre? Eh bien, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, on sait très bien que la guerre a commencé lorsque Hitler a attaqué la Pologne le 1er septembre 1939. Dès le lendemain, le 2 septembre 1939, en France, toute la population est mobilisée. Cela commence tout d'abord, bien évidemment, par les soldats qui reçoivent cet ordre de mobilisation générale, comme vous le voyez ici. Toutes ces affiches sont affichées dans les différentes rues. On fait donc appel à peu près à 5 millions de soldats. Dans les faits, on a à peu près 1,5 million de soldats qui vont se mobiliser, mais on fait aussi appel aux civils. On leur demande, lorsqu'ils ont des véhicules, par exemple, de les mettre à disposition de l'armée. Le 3 septembre 1939, officiellement, la France déclare la guerre à l'Allemagne. La guerre a commencé. Cependant, quelle stratégie adopte l'état-major français? Eh bien, l'état-major français, avec l'idée de la grande majorité, en fin de compte, des militaires qui la constituent, adopte une stratégie défensive. Ce qui signifie, en fin de compte, que ce n'est pas eux qui veulent aller attaquer les Allemands, mais ceux qui vont attendre. Ils sont vraiment convaincus que cette stratégie va fonctionner. Pour quelle raison? Eh bien parce que, entre les deux guerres, les Français ont construit une ligne de fortification que vous voyez ici en rouge, qu'on appelle la ligne de Maginot. Et ils sont persuadés que l'ensemble de ces fortins permettra d'abriter l'armée allemande et qu'en cas d'attaque des Allemands, eh bien finalement, ils seront assez équipés pour pouvoir riposter face aux Allemands. Cependant, eh bien cette stratégie-là est finalement un échec. Parce que cette stratégie va amener ce qu'on appelle la drôle de guerre. Comme vous le voyez ici, la drôle de guerre, c'est une période qui a duré entre septembre 1939 et mai 1940. Et contrairement à ce que pensaient les Français, les Allemands ne vont pas attaquer. Les Allemands, eux, sont occupés du côté est. Ça ne veut pas dire que face à eux, il n'y a pas une armée allemande. Eux-mêmes, une certaine armée se trouve derrière la ligne Sinfrig, mais il n'y a pas d'attaque. Et entre septembre 39 et 1940, eh bien on voit nos soldats français qui attendent, qui sont obligés de s'occuper comme ils le peuvent. On voit sur la première photo qu'ils sont en train de jouer aux cartes. On voit ici cette affiche qui a été mise en grande pour dire c'est à votre attaque seule que nous riposterons, ce qui veut dire en fait que les soldats n'attaqueront pas. Sauf que si dans les premiers temps, les premières semaines, ça se passe pas trop mal, eh bien très vite, nos soldats français vont vraiment finalement s'ennuyer, vont se démotiver. Il va vraiment falloir que le gouvernement français envoie des artistes pour essayer de redonner un petit peu le moral aux troupes françaises. On voit ici une photo qui date à peu près de l'hiver 1939-40, où ce sont donc deux artistes qui viennent rendre visite aux armées françaises, deux artistes très célèbres à l'époque, Maurice Chevalier et Joséphine Baker. Toutefois, eh bien, cette stratégie-là a été un véritable échec, parce que lorsque les Allemands décident d'attaquer le 10 mai 1940, c'est ce qu'on appelle le début de la bataille de France, eh bien, on peut dire que l'armée française se trouve vraiment surprise. Les Allemands n'attaquent pas du côté Est, ils attaquent donc en fait par les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique, un petit peu comme ils l'avaient fait déjà en 1940, mais surtout, par où vont-ils pénétrer en France? Ils vont rentrer en fin de compte par les Ardennes, ici par la ville de Sedan. Pourquoi? Parce que cet endroit-là n'avait justement pas de ligne de fortification. Les Français étaient persuadés qu'il était impossible pour les Allemands de rentrer sur le territoire français. Sauf que les Allemands, n'oublions pas, sont attaqués d'une armée bien équipée, avec des chars d'assaut, avec des blindés qui vont permettre de percer la poche des Sédans. Et on voit finalement, en rouge, vous voyez ici, c'est la progression des Allemands, eh bien on voit que les Allemands arrivent à progresser beaucoup plus rapidement sur le territoire français. Je vous rappelle, l'attaque commence le 10 mai 1940 et l'on voit très vite que l'avancée est très rapide. Regardez ici, en bleu figure l'avancée des Allemands. Les Allemands donc en fait rentrent dans le territoire d'une façon figurante. Vous voyez ici que la ville de Paris elle-même est occupée par les Allemands dès le 10 juin 1940. Autant vous dire que pour Hitler, c'est vraiment pour lui quelque chose d'éminemment très glorieux de pouvoir se trouver à Paris. Bon, là ici, c'est une photo donc en fait de Hitler en juin 40. C'est l'une des seules photos que l'on a de lui. C'est la seule fois qu'il va venir d'ailleurs à Paris. Mais voilà, les Allemands sont à Paris et on peut vraiment dire que c'est un désastre pour la France. Je voulais vous montrer que
en juin 1940, les Allemands vont même venir jusqu'en Saône-et-Loire. Vous voyez cette photo-là, eh bien, vous voyez ici que les Allemands sont présents en fait à Montceau-les-Mines. Cette débâcle va être vraiment tragique. Cette débâcle, c'est le nom qu'on dit en fait à l'échec en fait de l'armée française, est vraiment tragique pour l'armée, puisque il faut bien dire que les premiers combats qui ont lieu donc en fait ce mois 1940 entraînent de nombreux morts. Environ 100 000 soldats vont mourir. Des soldats français sont faits prisonniers, on en reparlera tout à l'heure, 1,5 million. Certains prisonniers vont réussir à se réfugier en Angleterre. À partir de Dunkerque, quelques bataillons français avec l'armée anglaise vont réussir à se réfugier en Angleterre et puis quelques autres soldats vont fuir dans le sud. Mais cette débâcle a été aussi constituée d'heures absolument douloureuses pour les civils. Tous les civils qui vivent dans le nord de la France, qui vivent dans l'est de la France, fuient parce que pour eux c'est horrible. Il ne faut pas oublier, en fin de compte, que leur ville est bombardée, leurs villages sont bombardés en permanence par ces Allemands qu'on appelle les Stuka, qui n'hésitent pas à leur foncer dessus. Et les civils se disent, il faut fuir, il faut aller à la campagne, il faut essayer de faire en sorte qu'on ne soit pas occupé. Et fuir, c'est terrible parce que ça veut dire que vous fuyez avec les quelques moyens de locomotion. Rares sont les gens qui ont des voitures, qui peuvent partir finalement avec une voiture. La plupart vont partir avec le vélo, avec une charrette, avec les quelques objets qu'ils vont avoir pour eux. Mais très souvent, en fin de compte, ces convois de personnes sont bombardés par les Allemands. Voici cette photo-là, vous voyez que ces petits-enfants, eux aussi, vont donc peut-être marcher sur des kilomètres pour pouvoir essayer de trouver une famille, un abri, parce que bien évidemment, toutes ces familles-là n'ont pas des connaissances dans le sud. Cette débâcle, il faut dire, va vraiment déstabiliser le gouvernement français. À l'époque, le gouvernement est dirigé par le président du Conseil, Paul Reynaud, et autant vous dire que lorsque Paris est occupé en juin 1940, le gouvernement français fuit vers Bordeaux. Et on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Poursuivre ou arrêter le combat. À partir de là, deux stratégies vont s'affronter. Le président du Conseil, M. Paul Reynaud, son secrétaire d'État, un autre membre de son gouvernement qui s'appelle Charles de Gaulle, retenez bien son nom, pensent, eux, qu'il faut continuer le combat. Certes, on a perdu ce premier mois de combat, mais il y a quand même eu quelques succès militaires. N'oublions pas que Charles de Gaulle a remporté une bataille, tout n'a pas été perdu, et pour eux, il faut continuer le combat, parce que la France n'est pas seule, la France peut compter sur l'Angleterre, et puis surtout sur son empire colonial. Seulement face à eux, donc voici une photo de Paul Reynaud, que je vous montre ici, et du général de Gaulle. Face à eux, les défaitistes de l'armée, finalement souvent les plus vieux généraux. Parmi eux, Weygand, le chef de l'état-major, et Pétain pensent qu'il faut abandonner le combat. Ils pensent que la France a perdu assez d'hommes et qu'il vaut mieux arrêter la guerre. Pendant quelques heures, on peut dire que ces deux stratégies-là vont finalement se confronter. Et puis face à ce désaccord politique, c'est le cessez-le-combat qui l'emporte. Paul Reynaud, le président du Conseil, préfère démissionner le 16 juin 1940. Charles de Gaulle s'enfuit à Londres. Et puis finalement, Philippe Pétain, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, qui alors âgé de 84 ans, prend le poste de président du Conseil le 16 juin 1940. Vous le voyez ici, ce Philippe Pétain, il faut bien vous dire que la plupart des Français ont confiance en lui. Ce Philippe Pétain, c'est lui qui avait, pendant la Première Guerre mondiale, redonné le moral aux troupes. Il s'était illustré dans la bataille de Verdun. Et finalement, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, quelqu'un à qui on pense qu'il arrivera à sauver la situation. Il devient donc le président du Conseil le 16 juin 1940 et le 17 juin 1940, il s'adresse aux Français par la radio. Nous allons l'écouter quelques minutes. Ici, la radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander. Sûr de la confiance du peuple tout entier. Je fais à la France le don de ma personne.
Il explique donc clairement, je vous remettrai en ligne finalement le discours de Pétain, il explique qu'il fait le don de sa personne, donc en gros qu'il est prêt à tout faire pour sauver la France. Il décide donc de signer l'armistice le 22 juin 1940. Sauf que cet armistice est absolument humiliant. Il est déjà humiliant pour les Français parce que Hitler exige que cet armistice soit signé dans le même wagon qu'en 1918. Rappelez-vous qu'en 1918, avec le traité de Versailles, l'armée allemande avait été humiliée. Eh bien ici, c'est ce qui va se passer pour les Français. Donc, on voit ici l'armistice qui est signé dans ce même wagon pour montrer, vous nous avez eu en 1918, ben maintenant on va vous rendre l'appareil, et les conséquences sont dramatiques. Première conséquence, 1,5 million de prisonniers français en Allemagne. Prisonniers, j'insiste bien, ils vont être emmenés donc en fait en Allemagne souvent pour travailler d'ailleurs, mais ils vont rester souvent pendant toute la période de la guerre. Voilà ici une photo de lettres qui ont été écrites par des enfants pendant la Seconde Guerre mondiale en Saône-et-Loire. Et on voit ici que une petite fille en fait raconte qu'elle avait 10 ans quand son papa en fait est parti en tant que prisonnier et finalement qu'il ne va pas le voir pendant toute la période de la guerre. Ou encore ici cette petite fille, elle qui n'avait que 7 ans quand son papa est parti et finalement lorsqu'il va revenir en 1945, finalement elle va même pas le reconnaître parce qu'elle ne l'avait jamais vu pendant 5 ans. Autre conséquence qui nous rappelle étonnamment le traité de Versailles. Le service militaire français est interdit. Notre armée est réduite à 100 000 hommes. Et puis surtout, la France doit payer de lourdes indemnités d'occupation. 400 000 francs par jour. Les Allemands considèrent que, comme leur armée va être présente en France en permanence, eh bien la France doit leur donner de l'argent pour qu'ils puissent finalement subvenir à leurs besoins. Et puis des opposants anti-nazis devraient être livrés aux Allemands. Ça veut dire que les quelques réfugiés politiques qui étaient venus en France pour fuir au régime nazi doivent être livrés à nouveau aux Allemands. Autre conséquence très importante, le territoire français. Tout le nord de la France, on est bien d'accord, est occupé par les Allemands. Ça veut dire qu'en permanence, les Allemands, l'armée allemande sera là. Le drapeau de la croix gammée sera affiché de partout. Les panneaux de signalisation seront en allemand. Cette zone-là, que vous reconnaissez, qui est l'Alsace-Lorraine, est annexée par les Allemands. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça redevient vraiment un territoire proprement dit allemand. Hitler en est le chef. Ça veut dire que les gens sont obligés de parler allemand. Dans les écoles, on est obligé de parler allemand. Ça devient vraiment proprement dit allemand. Autre zone, celle qui est en rose. C'est une zone qui est rattachée au gouvernement de Bruxelles, donc c'est pareil, qui échappe à la France. Et puis cette dernière zone, qu'on appelle la zone non occupée, on dit aussi des fois la France libre, on va plutôt dire la France non occupée. C'est une France donc finalement où il n'y aura pas d'armée allemande pour l'instant, jusqu'en 1942. Tout ceci, enfin pour terminer, cette zone-là qui est en rose, qui est rattachée en fait à l'Italie. Vous remarquez donc que Paris est occupé, ce qui veut dire que finalement Paris n'est plus la capitale de la France. Il va falloir choisir une nouvelle capitale, et la nouvelle capitale de la France qui est choisie, c'est celle de Vichy. Pourquoi Vichy? Petite anecdote, parce que Vichy est une station thermale, elle disposait de nombreux hôtels qui permettaient d'abriter en fin de compte le gouvernement, et puis aussi parce que elle a une position assez centrale dans cette France non occupée, ce qu'on appelle encore la France nono. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle une ligne de démarcation. Vous la voyez ici, cette ligne de démarcation. Qu'est-ce que ça veut dire, cette ligne de démarcation? Eh bien, ça veut dire que maintenant, pour passer de cette zone occupée à la zone non occupée, on ne peut pas passer correctement, on ne peut pas passer de la même façon. Il faut un laissez-passer. Et là, vous savez ce que c'est qu'un laissez-passer? C'est ce qu'on nous demande actuellement lorsque l'on sort, comme on est en période de confinement. Eh bien, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était la même chose. Lorsqu'on voulait passer cette ligne de démarcation, vous voyez ici, c'est marqué ligne de démarcation, défense de traversée. Oui, on n'arrête pas à l'appel sera fusillé. Qui ne s'arrête pas à l'appel sera fusillé. On est obligé de montrer ses papiers pour passer d'une zone à l'autre. Pourquoi? Parce que les Allemands veulent éviter que des gens passent, notamment des Juifs passent, dans la deuxième zone. Donc on n'est plus libre de circuler. Voilà ce que ça veut dire pour ces Français de 1940. Je pense qu'hélas, avec ce qui se passe actuellement, vous comprenez ce que ça veut dire ne pas circuler. En ce qui concerne la Saône-et-Loire, vous voyez un petit peu cette carte. Nous avons la chance, nous, à Matour, vous voyez, ou dans toutes les communes aux alentours, je vois ici Tramail par exemple, que nous sommes dans la zone non occupée, ce qui veut dire concrètement finalement qu'on ne voyait pas des Allemands jusqu'en 1942, puisque la ligne a été tracée et elle passe ici par Chalon-sur-Saône. La ligne de démarcation passe ici, en fin de compte, en Saône-et-Loire. Les conséquences sont également au niveau politique.
Pourquoi? Parce que n'oublions pas que Pétain est président du Conseil. Et parce que Pétain, lui, pense que si on a perdu la guerre, ce n'est pas parce que les militaires ont adopté la mauvaise stratégie, ça serait un petit peu triste de sa part de le dire, puisque finalement il est lui-même responsable de cette défaite. Pour lui, si la France a perdu la guerre, c'est parce que ce sont les gouvernements précédents qui sont responsables de la défaite. Parce qu'il pense que les différents gouvernements n'ont pas assez préparé la France à la guerre. Parce que les gouvernements précédents, notamment le gouvernement du Front populaire, ont plus pensé à faire des réformes sociales, notamment les congés payés, notamment des heures de travail en moins, plutôt que de consacrer de l'argent pour faire des armes qui seraient efficaces. C'est la raison pour laquelle Pétain va donc, dès le 10 et 11 juillet 1940, dans la nouvelle capitale, je vous rappelle, qui est Vichy, réunir les députés qui sont là, en leur disant, voilà, donnez-moi les pleins pouvoirs, vous me donnez les pleins pouvoirs, et à partir de là, moi, je pourrai redresser la situation en France, parce que cette France, elle a perdu parce qu'elle était mal dirigée,